Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge, et c'est le cas de le dire, dans l'histoire fascinante d'une forteresse disparue sous les eaux. Sarkel, la forteresse Khazar. Bonjour. Oui, un site absolument extraordinaire, à la fois historiquement et archéologiquement. Pour en parler, on s'appuie sur des recherches récentes, notamment le travail des archéologues subaquatiques qui ont exploré le site, mais aussi sur des archives assez incroyables des premières fouilles. Tout à fait, des documents visuels et des plans qui sont essentiels aujourd'hui. Notre objectif, c'est de comprendre ce que t'est Sarkel, pourquoi elle a été construite là, comment elle a fini sous l'eau, et surtout ce que ces ruines nous disent sur les Khazars, Byzance, bref, tout ce monde complexe du début du Moyen-Âge. On va essayer de décortiquer tout ça. C'est une belle mission, il y a beaucoup à dire. Alors commençons par le commencement. Sarkel, c'était où et c'était quoi exactement? Alors il faut imaginer, on est sur le cours inférieur du fleuve Don. C'est un emplacement crucial, vraiment au cœur du Khaganat Khazar. Le Khaganat Khazar, ce grand empire un peu méconnu qui contrôlait d'énormes territoires à l'époque. Exactement, et Sarkel était là comme un verrou stratégique sur cette grande voie de communication et de commerce. Et sa construction, c'est une histoire en soi, n'est-ce pas? Début du 9e siècle? Oui, on est vers 840 après Jésus, et le plus fou, c'est que ce sont des Byzantins qui l'ont construite. Des ingénieurs byzantins, carrément. Oui, envoyés par l'empereur Théophile de Byzance à la demande expresse des Khazars. C'est une source byzantine majeure, Constantin Porphyrogénète qui nous le raconte dans son De Administrando Imperio. Incroyable. Mais pourquoi Byzance ferait ça? Aider un autre peuple, même allié, à construire une forteresse. Quel était leur intérêt? Ah ben, l'intérêt était énorme, mais indirect. C'était de la pure géopolitique, en fait. C'est-à-dire? Les Khazars, à ce moment-là, formaient une sorte d'état tampon, très utile pour Byzance face au califat arabe qui poussait au sud. D'accord. En aidant les Khazars à fortifier cette frontière nord, sur le Don, Byzance sécurisait son propre flanc nord, en quelque sorte. C'était un investissement stratégique. Un transfert de technologie avant l'heure pour renforcer un allié clé. Malin. Tout à fait. La géopolitique primait. Tant que les Khazars tenaient cette zone, Byzance était plus tranquille de ce côté-là. Et sur le chantier même, comment ils ont fait? Parce que, apparemment, il n'y avait pas de pierre de bonne qualité dans le coin. Non, pas de pierre adaptée. Donc, les ingénieurs byzantins ont dû faire preuve d'ingéniosité. Ils ont monté des fours sur place. Des fours à briques. Oui, pour fabriquer des briques en terre cuite avec l'argile locale. Et pour le mortier, ils ont utilisé de la chaux faite à partir de coquillages du fleuve, broyés, brûlés. Ingénieux. On a même retrouvé une maquette d'un de ces fours, c'est ça? Oui, c'est assez exceptionnel. Et on imagine bien la forteresse terminée, toute blanche, blanchie à la chaux comme c'était la mode à Byzance. Ça devait trancher dans le paysage. Et ces briques, elles sont devenues une sorte de marque de fabrique, le type Sarkel. Exactement. Un format carré assez spécifique. Elles ressemblent aux briques byzantines, comme celles de Chersonèse en Crimée, mais on peut les distinguer. Et elles n'ont rien à voir avec les briques mongoles, beaucoup plus tardives, qu'on trouve aussi dans la région. Et la taille de cette forteresse? C'était une grande ville. Ah non, justement, faut pas imaginer une métropole. C'était relativement petit, quelque chose comme 100 mètres sur 200 et quelques. D'accord. Pas de grands faubourgs découverts autour, pas de nécropole importante juste à côté. C'était vraiment un avant-poste militaire. Sa fonction première, c'était clair, contrôler le passage, la route Volga-Don. Une route essentielle pour le commerce et les mouvements militaires, j'imagine. Absolument. C'était un point de portage, un endroit où on transférait les marchandises et peut-être les bateaux entre les deux grands fleuves. Contrôler ça, c'était contrôler une artère vitale. Donc, une forteresse stratégique, mais son histoire a été mouvementée. Elle n'est pas restée Khazar très longtemps. Non, sa période vraiment en Khazar sous contrôle direct n'a pas été si longue. Le grand coup vient en 965. 965, Oui, elle est prise par le prince Sviatoslav de Kiev. C'est un événement majeur qui marque le début du déclin rapide du Khaganat Khazar. et après Sviatoslav. Elle continue d'être occupée, sans doute par des populations slaves, peut-être mêlées à d'autres groupes, mais elle perd de son importance. Elle décline progressivement, et la dernière fois qu'on en entend parler dans les chroniques russes, c'est en 1117. Après, elle tombe dans l'oubli. Un long silence de plusieurs siècles, jusqu'à ce que des archéologues s'y intéressent à nouveau bien plus tard. Oui, à la fin du 19e siècle. Et là, il se passe quelque chose de crucial, juste avant que le site ne soit menacé par un grand projet d'aménagement. C'est l'histoire de ce plan incroyable. Exactement. L'archéologue Sizov et un ingénieur géodésiste Popov réalisent un plan extrêmement précis des ruines encore visibles et de tout le secteur environnant. Ce plan, heureusement conservé, c'est notre référence absolue, notre avant. Sans lui, l'archéologie subaquatique d'aujourd'hui serait presque aveugle. Une chance incroyable qu'ils aient fait ça. Et ensuite, juste avant l'inondation finale, il y a eu les grandes fouilles de sauvetage. Oui, dans l'urgence, entre 1949 et 1951. L'URSS construit l'immense barrage de Tsymiansk qui va créer un réservoir géant, une vraie mer intérieure. Et Sarkel est sur la liste des sites qui vont être noyés. Donc course contre la montre. Absolument. C'est Mikhail Artamonov, un grand nom de l'archéologie russe, futur directeur de l'Ermitage qui dirige l'expédition Volga-Don. Il fouille à grande échelle pour sauver ce qui peut l'être. Et on a des images de ça Principalement des femmes d'ailleurs, surnommées les kolosnitsi. Souvent condamnées pour des petits délits, genre avoir glané quelques épis après la récolte pendant les famines. Mon Dieu. Et le paradoxe terrible, c'est que pour elles, ce travail forcé sur le chantier archéologique, c'était apparemment une amélioration par rapport aux conditions épouvantables des camps. Ça donne froid dans le dos. C'est une strate d'histoire tragique qui recouvre celle des Khazars. C'est glaçant en effet. Une histoire dans l'histoire. Et puis, l'inéluctable arrive. L'eau monte, Sarkel disparaît sous le réservoir de Tsimliansk.
Pendant des décennies, Oui, englouti. Jusqu'en 2019. que se passe-t-il en 2019? Une expédition, au départ plutôt écologique, explore le réservoir. Et à bord, il y a des archéologues subaquatiques avec un sonar latéral. C'est un appareil qui envoie des ondes sur le côté et dessine une image acoustique du fond. Et là, surprise! Énorme surprise. Le sonar révèle un relief très bizarre. Une longue tranchée rectiligne, puis juste à côté, une sorte de long remblai, une butte. Et encore à côté, une autre dépression. Et ça correspondait à quelque chose? Ça correspondait parfaitement au plan de Sizov et Popov. La première tranchée, c'était l'ancien fossé de la forteresse. Le remblai, c'était les débris des murs accumulés par les fouilles d'Artamonov. Et l'autre dépression, c'était l'ancien lit du Don, ou un bras mort, un yéri comme on dit là-bas. L'alignement était parfait. Incroyablement précis. Là, l'excitation a dû monter d'un cran. Il fallait aller voir. Donc plongée de vérification? Exactement. Et là, malgré la visibilité souvent pas terrible, les plongeurs trouvent le Graal. Des briques. Les fameuses briques carrées type Sarkel? Oui, ils en remontent quelques-unes. Des experts reconnus comme Vladimir Petroukhin et Valéry Flerov confirment c'est bien du Sarkel. La forteresse était officiellement retrouvée. Fantastique. Et ça a ouvert la voie à des recherches plus poussées, j'imagine. L'expédition de 2022? C'est ça. Grâce à une subvention, une étude plus complète a été lancée en 2022. On avait plus de moyens. Quel genre d'outils pour travailler sous l'eau sur un site pareil? Alors, une base flottante stable, un trimaran. Des plongeurs, bien sûr. Le sonar latéral, pour continuer la cartographie fine du relief. Et puis, d'autres outils géophysiques. Comme? Le profilographe. C'est un sonar un peu différent, qui pénètre les sédiments. Ça permet de voir s'il y a des structures cachées juste sous la surface du fond, comme une échographie du sol sous-marin. Et le magnétomètre, vous disiez, il sert à quoi ici? Ah, le magnétomètre, c'est très utile. Les briques de Sarkel contiennent un tout petit peu de fer à cause de la cuisson de l'argile locale. Ça les rend légèrement magnétiques. Ah oui! Oui, et le magnétomètre, qui mesure les variations infimes du champ magnétique terrestre, va détecter ces anomalies créées par les concentrations de briques. Ça nous aide à repérer les murs enfouis, les amas de débris, même sous une couche de sédiments. Ingénieux! Mais ça doit rester compliqué de travailler là-dessous, entre 9 et 18 mètres, avec ce relief chaotique laissé par les fouillés. C'est clair. La profondeur change tout le temps avec le niveau du réservoir. Et le fond, c'est un vrai champ de bataille archéologique, avec les tranchées d'Artamonov. La visite est souvent limitée, on travaille avec des projecteurs puissants. Mais l'état de conservation, il est comment? On aurait pu craindre que tout soit enseveli sous des mètres de vase. Eh bien non, c'est la bonne surprise. Les ruines ne sont pas massivement recouvertes. Il y a une couche de sédiments fins, oui, mais ça se semble plus à une fine poussière, une sorte de léger saupoudrage, comme une neige très fine. Donc on voit encore des choses. Oui. Et surtout, et ça c'est crucial, les zones fouillées par Artamonov dans les années 50 n'ont jamais été rebouchées. Elles sont restées ouvertes, en l'état. C'est une chance incroyable pour nous. Et c'est là qu'arrive cette idée assez folle, non? Combiner ces vieilles archives d'Artamonov avec l'intelligence artificielle. Exactement. C'est là que Sardokel devient potentiellement un laboratoire unique au monde. Rappelez-vous, Artamonov a fait dessiner la position de chaque brique dans les zones fouillées. On a ces plans ultra détaillés. Et donc l'idée, c'est quoi? Apprendre à une IA à lire les briques. En gros, oui. L'idée, c'est de montrer à une IA les données géophysiques qu'on collecte aujourd'hui, sonar, profilographe, magnétomètre, sur une zone qui a déjà été fouillée par Artamonov. Et en même temps, on lui montre le plan d'Artamonov correspondant qui dit « voilà où étaient les briques réellement ». D'accord. L'IA apprend à faire le lien entre les signaux géophysiques et la réalité du terrain connue grâce aux anciens plans. C'est ça. Elle apprend à reconnaître la signature géophysique d'un mur, d'un sol, d'un tas de débris, Pour pouvoir ensuite analyser les données géophysiques des zones qui, elles, n'ont jamais été fouillées par Artamonov et prédire où se trouvent les structures enfouies sous les sédiments, comment elles sont organisées. Ce serait révolutionnaire pour l'archéologie subaquatique. Potentiellement, oui. Sarkel est le polygone d'essai idéal grâce à ces plans d'Artamonov. C'est une conjonction unique de données anciennes et de technologies modernes. Il y a même une histoire de maquette 3D. Oui, en parallèle, on travaille sur une modélisation 3D très précise d'une partie de la forteresse, basée sur une maquette physique elle-même construite d'après les photos et plans d'Artamonov. Le but, c'est de pouvoir tester virtuellement nos appareils géophysiques sur cette maquette 3D pour mieux comprendre leurs réponses avant d'aller sur le terrain. Fascinant. Toute cette technologie pour voir sous l'eau et sous les sédiments. Mais revenons au fond. Qu'est-ce que Sarkel, cette forteresse en briques au milieu de nulle part, nous apprend sur les Khazars eux-mêmes et leur époque? C'est la question clé, évidemment. D'abord, Sarkel, c'est la preuve matérielle la plus éclatante des liens très forts mais complexes entre les Khazars et l'Empire byzantin. Ces fameux ingénieurs envoyés par Byzance. Oui, et ça montre cette alliance stratégique, ce partenariat d'intérêts mutuels face au califat arabe dont on parlait. Même si, culturellement, ils étaient très différents, la réelle politique fonctionnait déjà. Et puis il y a cette connexion étonnante avec les débuts de la Russe. Ah oui, ça c'est une histoire incroyable qui se passe juste au moment de la construction de Sarkel, vers 840. L'ambassade khazare qui va à Byzance pour demander les ingénieurs. Oui. Bien, dans cette ambassade, il y a des types qui se présentent comme appartenant au peuple russe. Probablement des Varegs, des Scandinaves, peut-être des mercenaires ou des marchands au service des Khazars. La première mention des Russes. C'est la toute première mention datée et fiable du nom russe dans les sources écrites.
Ces Russes demandent ensuite à rentrer chez eux en passant par l'Europe. Ils arrivent chez les Francs, à la cour de Louis le Pieux. Mais là, méfiance. Les Vets vikings commencent à faire des dégâts, Louis les soupçonne d'être des espions, les fait interroger, ils avouent venir de Suède. Toute cette histoire est consignée dans les annales de Saint-Bertin. C'est fou de voir comment Sarkel est au cœur de ces interactions entre Khazars, Byzantins, Scandinaves et Carolingiens. Ça replace les Khazars au centre d'un jeu très complexe. Mais qu'est-ce qu'on sait de leur culture propre grâce à l'archéologie? C'est là que ça devient plus élusif. La culture matérielle qu'on associe le plus aux Khazars, c'est la céramique dite de Saltovo-Mayaki. On la trouve sur une immense zone du 8e au 10e siècle. Mais c'était une culture partagée par plusieurs peuples de la région, pas uniquement les Khazars ethniques. Et les briques de Sarkel? Elles sont hyper spécifiques. C'est un marqueur de l'influence byzantine à Sarkel même. Ce n'est pas représentatif de la construction khazare habituelle, qui était sans doute beaucoup plus éphémère. Oui, on décrit souvent les Khazars comme des semi-nomades. Leur capitale, Itil, on ne l'a toujours pas vraiment trouvée, non? Non, c'est le grand mystère. Les voyageurs arabes décrivent Itil comme une immense ville double au bord de la Volga, près de la Caspienne, avec des quartiers pour les différentes religions, des marchés, mais surtout des habitations légères, des sortes de yourtes en roseau et argile pour l'hiver. Archéologiquement, c'est très difficile à repérer. On a des sites candidats, mais pas de certitude. Ce contraste entre la puissance politique décrite et l'habitat léger est frappant. Et à Sarkel même, il y avait cette hypothèse d'une synagogue? Oui, l'archéologue Svetlana Pletniova avait suggéré qu'un bâtiment carré au centre de la forteresse pouvait être une synagogue. Ce serait cohérent avec la conversion d'une partie de l'élite khazare au judaïsme. Mais c'est sûr? Non, pas du tout. Ça reste très débattu. La forme du bâtiment ressemble aussi à une petite église byzantine. Sans inscription, sans mobilier liturgique clair, impossible de trancher. C'est une hypothèse. Ce judaïsme khazar, ça fascine toujours. Pourquoi ce choix si particulier? L'hypothèse la plus solide, c'est un choix politique de l'élite. Coincé entre le christianisme byzantin et l'islam du califat, adopter le judaïsme, c'était une manière d'affirmer leur indépendance, leur neutralité. Une troisième voie pour ne se soumettre ni à l'un ni à l'autre et peut-être mieux négocier avec les deux. Malin, encore une fois. Mais on a des preuves archéologiques de ce judaïsme? Très très peu. C'est ça le problème. On a quelques pièces de monnaie, les dirhams de Moïse, qui imitent les pièces arabes mais avec des inscriptions juives. Il y a la fameuse correspondance khazare, mais son authenticité fait débat. Sur le terrain, c'est quasi inexistant. Il faut aussi dire que pour Byzance, que les Khazars soient païens ou juifs, ça ne changeait pas grand-chose. Ils restaient des barbares alliés. L'impact de la conversion était peut-être plus symbolique vis-à-vis du monde musulman. D'accord. Et les recherches autour de Sarkel, elles ont révélé d'autres choses? Des occupations plus tardives? Oui, on a trouvé à Sarkel même des tombes qui datent d'après la prise par Sviatoslav. Probablement des Slaves, peut-être mélangés avec des nomades Petchénègues, qui sont arrivés dans la région après les Khazars. Le site a continué à vivre, mais différemment. Et ces briques type Sarkel, on en trouve ailleurs ou pas du tout? C'est une bonne question. On en a trouvé quelques-unes, isolées, en pleine steppe. Est-ce qu'elles ont été transportées? Ou est-ce que ça veut dire qu'il y avait d'autres petites constructions du même type? Des relais, des postes? On ne sait pas trop. Et il y a cet autre site en briques, pas loin. Oui, Pravoberejno et Tsimianskie Gorodiché, une autre forteresse en briques, peut-être liée à Sarkel, on ne connaît pas son nom d'origine. Le drame, c'est qu'elle est sur la rive actuelle du réservoir, et l'érosion est en train de la dévorer à toute vitesse. Ah, Sa disparition annoncée rend l'étude de Sarkel, protégée sous l'eau, encore plus urgente et précieuse. ce qui nous ramène au défi actuel. L'archéologie subaquatique, c'est une chose, mais il y a aussi le contexte du réservoir lui-même. Exactement, le réservoir de Tsimliansk vieillit. Il a été conçu pour durer 50 ans, on y est largement. Il s'envase énormément. Quelles conséquences? Son niveau baisse de plus en plus, surtout certaines années. Ça pose des problèmes énormes pour l'irrigation. Toute l'agriculture locale en dépend, notamment les fameuses tomates de la région. C'est une crise écologique et économique qui court.